est comme ça, voilà, c'est un peu comme un stage de sécurité, mais en échangeant avec des gens qui ont moins l'habitude que nous de côtoyer ce matériel-là. Je vais juste vous présenter rapidement, avant que vous voyez le produit monter, je vais juste vous présenter rapidement la structure d'un radeau chez Plastimo. Kevin, tu viens quand tu veux, hein, quand tu veux. Vous me dites moi. Je vais vous C'est un peu le produit. Donc, le radeau Plastimo est un radeau qui est un radeau à double chambre. C'est une exclusivité de la maison. Ça veut dire que vous avez à l'intérieur une chambre en polyuréthane très extensible, extensibilité 700%. C'est vraiment quasiment incroyable. Vraiment, hein. Vous pouvez y aller, c'est vraiment... donc c'est... oui, extensible à 700%. Ça, pourquoi on choisit ça? Pour justement sa résistance à la perforation. Vous avez à l'intérieur du radeau. Vous verrez qu'on a un zip, on va l'ouvrir, vous allez voir. Et à l'extérieur, pour la résistance à l'abrasion, on a du PVC 1117X. C'est quelque chose qui est aussi costaud que le PVC, c'est le même PVC que vous connaissez sur les annexes. Donc c'est extrêmement costaud, c'est pour la résistance à l'abrasion. Le radeau, il est construit comment? Vous voyez qu'il est construit en tronçons. Vous voyez qu'il y a des jonctions dans les coins, si je puis dire. Eh bien, ce sont donc, à la différence des radeaux, de beaucoup de radeaux concurrents, vous avez un grand boudin qui est plié en force. Le nôtre, vous avez des tronçons qui sont coupés et cousus. Pourquoi? Parce que en étant cousu, vous avez une meilleure résistance mécanique. D'accord? Qui dit couture, bien sûr, dit trou, donc c'est plus étanche. Alors pour faire l'étanchéité, sur chaque couture, on va mettre une bande d'étanchéité thermosoudée. Donc ça c'est l'étanchéité. Vous avez la résistance mécanique en dessous et l'étanchéité par-dessus. Voilà. Donc le radeau Plastimo est tous nos radeaux sont fabriqués en double chambre. Donc ça veut dire également une meilleure résistance, une meilleure longévité du radeau. Nos radeaux sont garantis 18 ans. Autre chose que je vous montre, vous allez la voir là-bas, c'est la tête de percussion qui est... Tout ça c'est conçu chez Plastimo, ça sort du bureau d'études Plastimo. La tête de percussion également, c'est une conception Plastimo. Donc la tête, elle est brevetée. Et vous voyez comment ça fonctionne à l'intérieur. Vous avez un système de ressort comme ça, vous tirez sur le bout. De toute façon, il y en a deux de vous qui vont tirer sur le bout cet après-midi pour percuter le radeau. Et donc quand vous faites ça, vous voyez que le percuteur ici, il va percer la bouteille. On va voir ça là-bas. Vous voyez la chambre en polyuréthane dont on vous parlait, elle est là. Ok? Donc le système de percussion, vous voyez la tête de percussion dont je vous ai parlé, elle est là. Le filin sur lequel vous allez tirer. C'est de l'air comprimé ou de l'azote? C'est de l'azote. C'est de l'azote. Oui. Et venez voir si vous voulez plus près le montage. Vous voyez que vous avez deux jonctions ici. L'une qui va alimenter le boudin inférieur, l'autre va alimenter le boudin supérieur plus l'arceau. Parce que vous allez voir quand tu vas gonfler le radeau. Oui. Quand tu vas le gonfler, le radeau inférieur se gonfle en premier, puis le supérieur, puis l'arceau. Et une fois que l'arceau est gonflé, il y a un clapet anti-retour entre l'arceau et le boudin supérieur. Il faut savoir que si jamais, ça n'arrive pas, mais si jamais un boudin crevait et était dégonflé, le radeau est conçu pour avoir la flottabilité suffisante pour le nombre de participants prévus avec un seul boudin. Là, tu vas connecter le gonfleur en cas de besoin. Donc ici, et donc en dessous il y a un bout. Et donc le bout qui est grâce au bout en dessous, on va retourner le radeau. Et évidemment, on se retrouve sous le radeau, donc il faut nager et ressortir. Par contre, Cathy, c'est jamais vraiment retourné en fin de compte. On dit retourner, mais avec l'arceau central, c'est 45 degrés. C'est capoté. C'est arrivé? Moi, il était gonflé à l'envers, mais ça se remettrait. Non, ça se remet tout seul. Franchement, ça c'est pas. Et par contre, je ne me suis pas retourné dans les vagues. Ça c'est agréablement. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris par ça. Entre l'encre flottante, les poches stabilisatrices, le radeau a plus tendance à glisser qu'à se retourner. Après, moi j'étais tout seul aussi, donc peut-être que je sais pas si la masse aide un peu, mais. Ouais. Ah oui. Les poissons, c'est ça, donc il y en a 4 en dessous, d'accord? Donc l'eau rentre par ici, et en attendant que l'eau rentre, pour que la poche ne se plaque pas contre le radeau, un petit peu l'effet rideau de douche qui se colle contre vous, quoi, hein, et ben il y a au fond des plombs.
il y a des plombs pour le lester, comme ça d'emblée les poches tombent. Et puis dès qu'elles sont à la verticale, elles vont se remplir d'eau. Il y en a 4 comme ça. Et un moment, tu vas voir, il y a les clapets de surpression là sur les côtés qui vont faire aussi leur action. Pardon, je vais me mettre là. Voilà. Et puisque ça va être gonflé, il y a 200 bars qui vont se lâcher pour remonter à 0,25. Donc ça va aller plus haut pour tout gonfler et on va avoir un effet de surpression. Ils vont faire leur boulot et une fois que c'est stabilisé, on les referme. Ça c'est dans le mode d'emploi aussi. Ça c'est important parce que cet après-midi, quand vous allez percuter le radeau, vous allez l'entendre qui fait pendant quelques secondes, voire même minutes. C'est normal. C'est normal. Pas de c'est normal. Normal. Je vais fermer, c'est pour Ouais, pas appuyer dessus. c'est pour pas appuyer dessus, mais C'est pour pas appuyer dessus. Ça- Il y a donc les valves qui évacuent le surplus. Le couteau est là, effectivement. C'est ça. Alors on a su par Kevin qu'en fait, quand on fait nos phrases de nuit, nous on trouvait que c'était très clair notre picto, mais effectivement pour la nuit ça suffit pas. Mais Pour la nuit. et pourtant c'est clair. Mais Kevin, Non, oui, Ils alors. sont pas phosphorescents. bah non. Non, mais bonne idée. on en a parlé également. Il y a 2-3 choses. Voilà, par exemple, comme ces boucles-là, où ici aujourd'hui, quelqu'un qui. Faut savoir quand même que généralement quand on va dedans, etc., on n'est pas forcément complètement. À l'inverse des radeaux, on n'est pas complètement étanche tout le temps. Donc il faut faire dans la panique, il faut rester assez calme. Et par exemple, on a parlé ici entre l'angle flottante et le bout qui va vers le caisson. L'idée c'est de couper le bon quand même. Oui. Et donc du coup on a parlé d'une évolution possible qui est de faire deux couleurs différentes pour pouvoir justement être sûr que dans la panique on se dise pas allez je coupe les deux et on se retrouve sans encre flottante. Parce qu'il faut savoir que sans encre flottante, en termes de dérive du canot et en termes aussi d'empêcher le retournement, je parle de vagues conséquentes. Hein. Encore une fois, moi quand j'ai passé un peu de temps dedans, il y avait des vagues qui étaient autour de 5 mètres, 5 mètres 50, donc c'est pas tous les jours non plus qu'on a ces problèmes-là. Mais voilà, des trucs tout bêtes, c'est vraiment de faire un peu, mais comme disent les Anglais, idiot proof, quoi, c'est d'être sûr de ne pas pouvoir se retrouver dans des situations pires que l'on est déjà. Quoi. Ah oui. Voilà, donc l'encre flottante sur ceci est déjà amarré, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. D'accord, donc ça c'est une manche. Voilà, mais imaginez, vous êtes monté dans le radeau, vous avez coupé celui-ci au lieu de celui-ci, et vous jetez l'encre flottante, bah déjà ça commence mal. Quoi. Là, la dérive, elle est pas mal. En fait, j'étais assez surpris en disant de voir qu'il faut couper. Donc c'est comme ça, il faut couper. On n'a pas un mousqueton ou autre, un langage rapide ou autre. Non, il faut couper pour se désolidariser du bateau qui est potentiellement en train de couler. Quoi. Oui, mais exactement, parce qu'il y a des cas où le radeau coule aussi. Oui, mais le problème d'un nœud ou d'un mousqueton, c'est que sous charge, c'est souvent très compliqué. Quoi. Ouais. Et j'imagine en plus que si tu mets un mousqueton largage rapide, il va y avoir des choses à dépasser, sachant que c'est proche d'un boudin qui se gonfle, etc. Moi je trouve ça. Enfin, le couteau il est à dispo, il est juste à côté. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui doit défaire un nœud, les mains froides, etc. Je vais peut-être pas le faire. Des gants, non, c'est un couteau. À la lame, oui, mais là. Alors ça coupe super bien. Très très bien. Oui. On coupe pas là. Le seul avantage c'est de ne pas pouvoir percer. Voilà pour le couteau, on a dit qu'on fermait les clapets. Et l'autre chose à faire quand on percute le radeau, vous voyez, en haut il y a la flashlight. Il y a une flashlight qui se déclenche systématiquement par défaut. Mais si on fait un naufrage en plein jour, on va aller l'éteindre pour préserver la batterie, parce qu'il y a 8 heures de durée de vie. D'accord. Donc à l'intérieur, il y a un petit interrupteur pour l'éteindre. Tout comme il y a aussi à l'intérieur une batterie pour la lampe intérieure. Il y a plus de réflectifs sur l'autre. Un grand patch de réflectifs. C'est les deux petits. Oui, c'est ça. Il y en a deux. Ben voilà. Ouais. Là, c'est éteint. Okay. Là, on voit la valve anti-retour entre l'arceau et le boudin supérieur, qui fait que donc, même en cas de pépin, on garde la flottabilité nécessaire. Là derrière, le truc que tu vois descendre, là, ça ressemble un peu à un truc de perfusion. Ça ressemble même à une poche à urine. Oui, ok, ben voilà. Sérieux? Eh bien, c'est un récupérateur d'eau de pluie. C'est-à-dire qu'à l'arrière, il y a comme une gouttière sur la tente. Et donc l'eau de pluie est récupérée par là. Et donc on a de l'eau de pluie récupérée dans cette poche. Okay, en plus
de l'eau douce qu'il y a dans le radeau. Si on a pris un radeau plus de 24 heures, on parlera de ça après, de plus de 24 heures, moins de 24 heures, de différence entre les deux. Oui, je disais qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie d'avoir dans les radeaux, et on bosse aussi pour l'IMOCA, c'est VHF, IAIS, à la fois pour pouvoir communiquer et être positionné par un bateau qui serait, alors nous en course, c'est parce qu'on a quand même 9 chances sur 10 que ce soit un concurrent qui vienne nous chercher, mais c'est également valable, je sais pas, quand une Transquadra, maintenant il y a beaucoup aussi de régates organisées, des rallyes, etc. Et c'est quand même les bateaux autour qu'on a un problème, c'est souvent un bateau autour qui peut être amené à venir vous chercher. La bouteille, sa tête et la connexion. Ça c'est le pressac étanche, ce dans quoi le radeau va être plié, puis compacté, mis sous vide, puis dans le conteneur. Ça c'est l'encre flottante, on l'a vu. Ça c'est la plateforme d'embarquement, vous avez vu à l'entrée, oui. Ça c'est une bouée, c'est-à-dire que quand quelqu'un est déjà dans le radeau et que quelqu'un d'autre nage ou a du mal à arriver, vous allez lui lancer ça pour le ramener dans le radeau. Ça c'est le récupérateur d'eau de pluie, on en a parlé. Le couteau, on l'a vu. Ça c'est la flashlight qui est en haut de la tente. La lampe intérieure, d'accord, on peut lire à l'intérieur. Les feux à main, les feux des parachutes, les éponges, les coques, le kit de réparation. Alors là-dedans il y a ce qu'il faut pour réparer l'enveloppe extérieure en PVC et la chambre en polyuréthane, d'accord. Deux torches étanches qui ont aussi le signal morse, le sifflet. Le sifflet, ça a l'air de rien, mais c'est important. Hein. Il y a des années de ça, Jean Morel et comment il s'appelle, je sais son nom, il était mort. Vatine. Oui, Vatine. C'est le sifflet qui les avait. Enfin, positionné. Positionné, exactement. Le miroir aussi, c'est très important. Récemment, on a eu un naufrage. On a quand même entre 4 et 5, 3-4 témoignages par an de naufragés. Et le dernier, celui de l'année dernière, c'est le miroir qui lui permet d'être repéré. Un éclat sur un cargo. Incroyable, ouais. Un éclat sur un cargo. Il a tout essayé avant et c'est ça, c'est avec ça. Donc ça, c'est bien un des trucs les moins chers de radeau. Okay. Les comprimés anti-mal de mer, qui d'ailleurs sont conseillés on travaille comme aussi avec la F24. La F24, c'est les gens qui viennent de se tirer en avion. Et eux nous disent que c'est malin de prendre les comprimés mal de mer dès que vous rentrez dans le radeau. Parce qu'en fait, si vous êtes malade, vous allez vous déshydrater, vous êtes fatigué forcément. Et au moment de l'élitroyage, vous allez être beaucoup moins coopératif. Donc eux, ils disent, quoi qu'il en soit, prenez les comprimés anti-mal de mer. A priori, beaucoup de gens ont le mal de mer dans un radeau. Il y a toujours des exceptions. Kevin n'a pas été malade. Je ne suis pas note, mais j'ai pris en arrivant dans le radeau, en fait, en stage sécu, on vous en parle. C'est vrai que moi j'ai la chance en bateau de jamais être malade, donc je prends jamais de médicaments mal de mer. Et en arrivant dans le radeau, je me suis dit, bah, si on nous le dit en stage, ça coûte rien. Donc j'ai pris une pilule directement en arrivant, et j'ai pas été malade. Est-ce que c'était dû à ça ou parce que je suis pas trop sujet au mal de mer, je sais pas. Bon, cet après-midi, vous n'aurez peut-être pas trop besoin, vous n'allez pas rester longtemps dedans non plus. Et c'est pas des conditions dantesques. Hein, il faut. C'est combien de temps? Ouais, d'accord. Le livret avec tout la notice de survie, différents conseils à lire à l'intérieur, des sacs à vomi, c'est plus délicat pour vos collègues dans le radeau. La trousse, on peut l'ouvrir si vous voulez voir, c'est écrit en français, hein, en français et en anglais. Donc il y a de la bétadine, il y a des pansements, il y a des choses comme ça. D'accord. Ça c'est une combi de survie, c'est pas de survie. C'est une combi, d'accord. Oui, c'est l'équivalent de couverture, mais ça a quand même une forme de grande salopette. C'est un truc, alors c'est pas très saignant le truc quand même, mais il y en a un qui l'essaye aujourd'hui. Si vous voulez, maintenant si vous voulez. Non mais c'est très bien d'avoir ça. Non, sur place. Si vous êtes en combinaison, vous allez sauter dans vos habits, et avec le gilet en l'occurrence, après, quelques temps avec de l'eau à 17, oui, elle est froide. sur des conditions, la nuit tombante, c'est isolant. Vous allez avoir froid, donc ça il faut mieux mettre. Encore une fois, généralement on n'est pas dans une situation déjà agréable en arrivant dans le radeau, donc si on peut se prémunir de ce soit encore pire. Mais
couleur. Ouais. C'est une belle couleur. Très à la mode avec le Ah pot. ouais, avec le Tu mets ça, le masque, c'est parfait. Les sachets d'eau, c'est par sachet de 125 ml. D'accord. C'est-à-dire que tu utilises juste 125 ml et tu n'ouvres pas tout le reste. Une autre chose importante, c'est que tout simplement est emballé, on va le voir là, on le voit là, dans un sac translucide, transparent, mais non translucide, et comme ça tout est à l'intérieur et on voit à travers. Donc ça veut dire que tu vois ce que tu prends, tu sors ce qu'il te faut. Le sac il est attaché par là à la saisie intérieure du radeau, parce que si jamais, c'est rare, mais si jamais le radeau se gonflait à l'envers, on ne pourrait pas tout perdre immédiatement. Donc le sac est attaché à l'intérieur du radeau. Et le sac surtout est refermable. C'est-à-dire que quand tu vas prendre par exemple, je sais pas, juste les comprimés anti-mal de mer, tu vas refermer ton sac et non pas tout déballer au fond du radeau, tu bois un petit peu d'eau quand même. Et cet équipement, c'est le minimum, 24 heures moins ou plus, peu importe. Non, la différence entre le plus de 24 heures et moins de 24 heures, ça va être les vivres. Un petit peu moins, je crois que c'est 3 feux à main de moins. Donc tu enlèves les vivres, tu enlèves les feux à main et il y a une torche ou deux, non? C'est pas ça? Il y a 2 torches dans le plus de 24 heures et une seule dans le moins de 24 heures. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une ligne de pêche? Il n'y a plus de matériel de pêche? Non, il n'y a plus de obligatoire. ligne de pêche. Depuis quelques années, il n'y a plus de ligne de pêche. Ça permet peut-être de percer le radeau avec l'hameçon. Et l'eau, quelle quantité? L'eau douce, quelle quantité? 1,5 litre par personne. C'est-à-dire que si tu as un radeau 4 places, tu as 4 fois 1 litre. Là, vous avez des radeaux de 6 places, vous verrez 6 fois 1,5 litre. Et ça veut dire que forcément, c'est du poids dans le radeau. Donc ça veut dire aussi, certaines personnes font le choix de prendre un radeau moins de 24 heures et d'avoir un grab bag séparé. Comme ça, tu répartis les poids différemment. Et même au niveau de la révision du radeau, c'est intéressant aussi. Tu peux renouveler plus facilement l'intérieur de ton grab bag que l'intérieur de ton radeau. Faut-il pouvoir emmener son grab bag? Oui, voilà. Il faut être sûr vraiment que le grab bag soit à proximité. Oui, qu'il soit à proximité. Voilà, exactement. Un grab bag, ça peut être du complémentaire. C'est ça, c'est plus. Exactement, c'est du plus. C'est du plus. Ouais. Tu as parlé des rations? Ration de survie, alors ration de survie, oui. C'est au menu à midi de toute façon. Oui, on vous les a mis à l'apéro. Alors, Qu'est-ce qu'il y avait dedans hein, C'est du Non, glucose, non? surprise. C'est du sucre en fait. c'est surtout des protéines. Et les Il y a protéines? écrit là. Protéines et graisses. Et c'est pas, vous allez goûter, c'est pas transcendant au niveau goût, mais c'est... C'est nourrissant. Quoi. C'est nourrissant, Non, ouais, carrément. moi je trouve pas ça mauvais. Ça n'a pas franchement de goût, mais c'est très Ça, c'est plus pâteux. 24 heures. Vous en avez plein la bouche, quoi. Hein. Il y a ça, les et, couleurs, et aussi feu à main, c'est de ne pas le laisser tomber dans le radeau. Parce que c'est extrêmement chaud. Ah, chaud. Ah ouais, c'est très très chaud. Tu le mets par exemple un feu à main, tu le mets dans un seau rempli d'eau, il peut te percer le seau s'il reste collé au plastique. Quoi. Donc dans un radeau, il faut faire très attention de ne pas endommager le radeau. Avec le Ah ouais, courant, faut faire il gaffe. faut faire attention qu'il ne revienne pas dans le mauvais sens. Un gant? Bah oui, c'est amusant, il utilise Ouais. préférence avec des gants. Oui. Non, là, il y Non, en a ça, pas. ça fonctionne, ça le fait sans gants. Mais il faut faire attention aux yeux aussi. Parce que c'est souvent ça dégage, donc faire attention de ne pas se prendre les. Comment ça s'appelle? Ouais, les projections dans les yeux. Il faut l'orienter Il souvent. faut quand même faire attention. Lors de ton naufrage, tu l'as utilisé ou tu as utilisé un feu à main? Non. T'as pas eu besoin. Non, non. J'en ai percuté un assez tôt, la première fois où j'en me vois, et en fait j'étais plus stressé par le fait de percer le radeau ou d'endommager le radeau qu'autre chose. Mais bon, encore une fois, il faut s'adapter aux situations. Comme on disait, c'est que si jamais on n'arrive pas à être vu avec le miroir ou quoi que ce soit, de nuit, même de jour, hein. Un feu à main, même de jour, c'est l'avantage, c'est que ça se voit très très bien. Quand on parle justement avec la flottille 24 f, etc., ils disent que c'est un des trucs qui se voit le mieux. Alors pour les avions, il y a également de la fluorescine. Non, c'est pas dans l'armement réglementaire. Ça peut être un complément dans un graphe. Ça c'est pas mal. La fluorescine, nous on le met souvent aussi dans nos bananes de sécurité. Ça pour être vu par un avion, la fluorescine c'est très très efficace. C'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est justement si les radeaux sont faits, si vous êtes français, si vous pouvez venir voir le plier un radeau, en termes de sécurité, c'est de connaître son matériel. On disait tout à l'heure qu'on allait regarder les gilets, etc. Pour moi, avoir quelque chose de sécurité à bord, on ne sait pas se servir, on ne sait pas à quoi ça sert, etc. On parlait tout à l'heure de la couleur du bout à couper, c'est tout bête. Alors je dis pas quelqu'un qui va au Guénan ou à Groix tous les samedis, etc. C'est pas, même si ce serait bien, c'est pas essentiel. Par contre, quelqu'un qui part, je sais pas, en voyage, qui part avec ses enfants pendant 3-4 jours, de connaître son matériel de sécurité, je pense que c'est la première des choses.
Et justement, c'est ce qu'on disait, c'est que si quelqu'un se dit ah bah moi j'aimerais bien avoir ça, je sais pas, parce que j'ai un médicament ou même des lunettes par exemple, une paire de lunettes si on voit strictement rien, etc. Bah, ça de le mettre dans un grab bag et de savoir que c'est dans le grab bag qu'on pourra mettre à bord. Mais oui, je sais pas, moi je n'ai pas besoin de lunettes, mais quelqu'un qui voit rien du tout, bah, ça peut faciliter quand même les choses de pouvoir avoir des lunettes, lire une notice de médicament, lire une fusée, savoir dans quel sens on la prend. Ça m'inquiète. Le plus compliqué, c'est le plus compliqué, c'était de savoir quand tu quittes ton bateau. Parce qu'encore une fois, quand il y a le radeau, c'est quand même le plus... Et que quand tu vas utiliser le radeau, que tu sois en mesure de le faire sans endommager le radeau, soit toi te blesser. Parce qu'encore une fois, quand on en arrive à se dire on va aller chercher de la sécurité, je trouve que le plus compliqué, c'est de pas... c'est le suraccident quoi. C'est de ne pas te mettre dans une situation par tes réflexes, parce que tu as un niveau de stress qui est très élevé, qui est pire que la situation où tu es déjà en gros quoi. Et donc du coup c'est pas si simple. C'est-à-dire que dans le cas d'un IMOCA, enfin je parle de mon cas à moi, parce qu'encore une fois je suis pas spécialiste sécurité, je suis spécialiste de ce que j'ai fait moi. Et dans le cas de l'IMOCA, normalement nos bateaux ne peuvent pas couler. Donc là tu arrives dans une situation quand tu as cassé ton bateau en deux, il te manque en gros une réserve de flottabilité qui permet au bateau de rester à flot. Et comme j'étais sur la partie qui avait la quille, là je pouvais couler. Et donc tu dis, c'est quand tu arrives dans une situation, normalement en IMOCA tu restes dessus et t'attends quoi. Et là sauf que si je restais dessus, le bateau il pouvait t'amener à couler. Donc quand est-ce que je quitte? Est-ce que je quitte quand le bateau il est 50 cm sous l'eau, ou est-ce que je quitte un peu plus tôt pour pouvoir ne pas percer mon radeau avec un mât, avec un morceau de carbone qui dépasse, etc. C'est tout ça je trouve les choix les plus compliqués et où il faut être un tout petit peu frais, y réfléchir mentalement pour ne pas le suraccident. Donc, tu jettes le radeau par-dessus le bord, tu l'as même pas amarré, tu n'as plus de radeau. Tu vois Dinelli, c'est ce qui lui était arrivé, c'est qu'il n'avait plus le radeau, il avait perdu. Donc là moi je gardais le radeau sur le pont, sauf que ça commençait à déferler sur le pont, donc qu'est-ce que tu fais? À quel moment tu fais cette transition là? Et c'est ça les choix les plus durs. Et en survie, enfin en sécurité tout du moins, ce qui est compliqué c'est qu'il y a 2-3 fois où il y a des embranchements, ces embranchements là faut pas les louper quoi. Ce gros radeau là quand même va être mis dans un conteneur que vous connaissez. Donc là, bien sûr ils l'ont vidé d'air parce que il est resté comment? Il est vidé d'air mais il n'est pas mis sous vide, il n'y a pas d'aspiration. Il va être mis sous vide. Après. Voilà, ça n'est qu'un 6 places. Imaginez qu'il faut la même chose avec un 12 places. Hein. C'est ce ça on a obtenu l'homologation pour pouvoir réviser les radiers, ça a tenu à son étanchéité à l'air. Et tout l'armement est... On va voir le pointillé qui est fait pour se faire non, bah, c'est comme il y a un demi-container éventuellement. Ouais, c'est un genre, c'est dur. C'est très percuté. Donc, Il n'y a pas eu des nettoiements Par la partie, évidemment, le thème de la journée, c'est la sécurité. Et la sécurité, ça commence parfois, c'est déjà de porter son gilet en mer, avec choisir son gilet, les gilets Plastimo, pour vous montrer rapidement, mais encore une fois, on est là pour faire la promotion des gilets Plastimo, mais pour vous montrer en tout cas l'étendue de l'offre que l'on peut avoir, et puis les différents accessoires et les kits de recharge qu'on peut trouver. Il y a toujours cette question des dates de péremption, quand est-ce que tu dois le changer, le réviser, etc. Donc on va revenir sur ces points. Encore une fois, c'est généraliste. Le but, c'est pas que vous connaissiez tous les détails, ou à moins que vous cherchiez une place de chef de produit après, on pourra en discuter. Donc choisir son gilet gonflable. L'offre plaisance sur les critères de choix, on va revenir tout de suite dessus. Donc vous voyez, c'est un tableau récapitulatif qui va vous... Là, c'est tous les gilets Plastimo avec leur dénomination. Et ici, on va trouver les catégories, la norme dans laquelle ils sont attribués, à savoir
une certification ISO 12402-4 qui est 100 Newton. Celle-ci, c'est la -3, la 12402-3 150, qui est la plus commune, vous le voyez. Et puis là, on va être sur le 275, qui est le -2. Là, on va être plus sur des applications professionnelles ou avec des équipements plus lourds. On va des gens qui vont être sur des plateformes pétrolières, de l'éolien, avec des outils, ou des gens qui doivent porter du matériel des militaires, où ils ont du matériel sur eux, qui font qu'ils passent à un poids plutôt de 100-110 kg, où on apporte un peu plus de flottabilité. Donc ça, c'est la flottabilité réelle. On a une fermeture dit QBZ, et vous voyez qui est déjà préamorcé, donc qui est protégé avec un clap ici, un velcro. Et dès qu'il va y avoir percussion, bah, ça va amorcer l'ensemble de la fermeture et venir s'ouvrir. Et là, ça va se déployer. Celui-ci, c'est particulier, je vous en parle tout de suite après. C'est une conception où la vessie et la structure du gilet lui-même. Donc ça apporte, il n'y a pas une chambre à air et une housse. L'ensemble du gilet est fait de la structure de la vessie. C'est une technologie particulière et qui est propriétaire dont on est propriétaire Plastimo. Voilà, donc je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le tissu de visibilité, fluo, donc il peut être orange, hein, fluo, ou jaune, ça c'est un des critères de la norme. On va avoir les bandes réfléchissantes, le sifflet obligatoirement, l'embout buccal dont je vous ai parlé, la sangle pour la lampe flash, la poignée de repêchage ici, et puis des différents systèmes de percussion sur lesquels je vais revenir juste après. Ces éléments sont normés et testés, comme je vous le disais à l'instant. Donc les systèmes de percussion. Est-ce que quelqu'un connaît dans la salle ou pas du tout les différents systèmes de percussion? Un petit peu. Alors on va revoir ça en détail. Donc ça, c'est le modèle automatique hydrosoluble ProSensor. Il va être composé de quoi? D'une bouteille, d'une tête de percussion, le pointeau ici qui va, comme pour le radeau que vous avez vu tout à l'heure, par contre c'est la même chose quasiment mais miniaturisé. Enfin, un pointeau va venir percuter l'opercule de la bouteille. Donc en général, sur les gilets type Pilote 65 que vous avez dans les mains, c'est des bouteilles de 33 grammes. Voilà. Après, il y a différents grammages en fonction du volume que vous avez à gonfler sur la vessie. On va avoir donc la cartouche automatique ici, le ressort, je vais le faire dans l'ordre plutôt, la partie hydrosoluble. Donc hydrosoluble, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, vous avez entendu, pastille de sel, ou en tout cas de la cellulose, qui au contact de l'eau va se dissoudre. Et une fois que ça va se dissoudre, ça va relâcher le ressort qui lui va pousser le pointeau, qui lui va percer la bouteille. Et là, le système d'inflation, enfin de gonflage va s'opérer. Donc, il faut savoir que par défaut, on va revenir dessus, mais il y a manuel, automatique, dit automatique, donc c'est l'hydrosoluble. Hein. Il y a le ProSensor qui est un peu plus sensible, donc en tout cas plus performant, et il y a l'hydrostatique, d'accord? Donc le système dit Amar, de la marque Amar, puisqu'ils ont le monopole sur ce système. À part non CQ-Mark, qui a aussi sa propre tête hydrostatique. Tous ces gilets, quel que soit le type de percussion, se déclenchent de manière manuelle. Voilà. 2, 1, top. Vous avez vu la rapidité à laquelle il se gonfle? Donc, on va retrouver les éléments que vous avez vus tout à l'heure. La bande ici pour il est encore en surpression. Ah voilà, ouais, il est en train de le sifflet, l'embout buccal, et donc l'innovation sur celui-ci aussi qu'on a développé avec Kevin, c'est cet appuie-tête qui, quand vous êtes hors de l'eau, comme un peu en avion, les lumières qu'on peut avoir, vous maintient vraiment la trachée hors de l'eau et qui est confortable. Vu qu'on est dans une situation pas forcément des plus agréables, autant être confortable. Et on a rajouté cet élément dont Kevin va vous expliquer, qui est une purge, et qui aussi émane de tout le travail qu'on a pu faire avec les forces spéciales et le GIGN, ouais, qui l'utilisent. Voilà, donc ça c'est une purge. Alors qu'avant, c'était par ici, vous savez, il fallait appuyer dessus pour pouvoir le dégonfler. Donc là, il suffit d'appuyer avec ses bras, de tirer sur la purge en même temps, et le gilet va se dégonfler très rapidement, comme ils savent.
Et ce qui permet dans certaines situations délicates, où on pourrait rester coincé dans un compartiment sous un filet en multi ou autre, de pouvoir se dégager et après le regonfler. Parce que parfois la solution ultime c'était de le percer et déjà d'avoir le réflexe, d'avoir un couteau sur soi, de percer la vessie. Et là vous n'avez plus de gilet. Donc celui-là encore une fois, et là, il est en double l'AIS, c'est ça? Et là c'est la partie AIS. Donc la balise serait ici, donc déjà surélevée pour optimiser la réception, enfin l'émission et la réception. Là, dans ce modèle, ce sont des gilets quand même qui sont destinés à vraiment des gens qui connaissent leur matériel, souvent ça, non? Ouais, là on est quand même sur du haut de gamme et surtout de la pratique régate et confort évidemment. La spray hood maintenant? Alors si, c'est juste que celui-là c'est les premiers gilets, mais il y aura un spray hood, donc c'est la capuche, comme vous le savez, qui vient sur... sur l'arrière, ouais. Qui vient ici et qui permet... Ah, j'ai pas vu la bande réfléchissante. Hop. C'est vrai qu'en forme, quand on regarde, ça change des gilets. On voit bien le volume qu'on a derrière la tête pour sortir de l'eau. Et spray hood, vous voyez ce que c'est? Maintenant, c'est devenu obligatoire, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas obligatoire, mais en course au large. Ouais. Que pour nous? Ouais. C'est une casquette qui se met. Je peux le prendre. C'est plus qu'une casquette. Hein. C'est vraiment. C'est comme les capotes qu'on met, les transparentes qu'on met sur les pincettes. Mais c'est pas trop près du visage, c'est pratiquement collé au visage. Le spray mais hood est là. Ça permet de ne pas avoir d'eau qui rentre dans la bouche. Et franchement, c'est indispensable quand il commence à avoir du clapot, et que, même pour aller rejoindre le radeau, etc., quand vous commencez à être en général dans des conditions de mer qui ne sont pas faciles, ça évite d'ingurgiter de l'eau. Franchement, quand on doit nager à contresens du vent et d'avoir les vagues, on commence à vraiment boire la tasse. Donc ça c'est un spray wood, ça te permet vraiment de le mettre devant jusqu'au niveau du torse. Il va se clipper sur chaque côté, il est déjà intégré au niveau du col, il faut juste le rabattre comme une casquette. Vous voyez sur cette photo avec le mannequin, et ça c'est vraiment en mer agitée, c'est un élément de survie important. C'est pas négligeable, loin de là, pour l'avoir testé. On pourrait... Vous avez différents types de longes. Alors ça c'est les dernières nées de chez Plastimo, je vais finir par celle-là, mais je vais commencer par celle-ci, pardon. Donc une longe, ça c'est ce qu'on appelle des mousquetons à tâche rapide, on retrouve la même chose, hein, des quick, c'est-à-dire qu'en une main vous pouvez l'ouvrir et le défaire. On a le même principe en escalade, très pratique. Donc on va venir le clipper sur sa boucle de harnais, ou son harnais, parce qu'on porte un harnais avec une boucle, ou sur l'harnais qui est lui-même sur le gilet. Ça va être le point d'accroche, donc ça va être sur une ligne de vie, ça peut être sur une filière, en tout cas un endroit suffisamment solide pour vous retenir en cas de chute, ou en tout cas en cas de déplacement avec une vague ou une contre-gîte, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle une longe simple, donc 2 points d'accroche. Après on va avoir une longe 3 points, là sur le gilet, donc elle est accrochée dans les 2 boucles qui constituent le harnais sur ce modèle. Mais sur celui que je vous ai fait passer, c'est une seule boucle. Et ensuite, on va voir, je vais vous montrer celle-ci qu'on a fait spécialement pour la SNSM, puisque la SNSM, on a développé une longe spécifique pour les opérateurs, un peu plus de 2000 en France. Donc 3 points, 1 pour le gilet et 2 pour le bateau. Et le but, en fin de compte, c'était que cette réflexion qu'on a eue avec eux, de développer cette longe, c'était que chaque plaisancier puisse en profiter, puisqu'elle a été pensée ensemble et avec la SNSM. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que alors vous avez un point de charge, de rupture sur chaque bout de mousqueton, et elle est élastique pour le déplacement, mais c'est surtout qu'elle est en un seul passant. D'habitude, vous avez une boucle ici avec un témoin de charge aussi. Celle-ci, s'il venait à arriver à la rupture, qui est pareil, qui doit être d'1 tonne sur celle-là, si je ne me trompe pas, elle reste quand même dans le mousqueton, dans l'œillet. Donc ça, ils ont voulu que l'ensemble des plaisanciers puissent profiter de cette action sécuritaire, encore une fois. Alors après, on va avoir d'autres choses, parce que Plastimo, on fait de la plaisance, mais on travaille aussi pour d'autres industries, que ce soit les chantiers navals et d'autres marchés connexes, et dont l'armée, puisqu'on a les commandos qui sont juste ici à côté, donc les commandos de marine, et pour certaines de leurs opérations, ils nous ont demandé de développer aussi des longes, on appelle des longes de rétention, quand ils sont sur les Zodiacs à pleine vitesse, ils ont besoin d'être retenus,
Donc on a développé celle-ci qui est largable, celle-ci c'est pour quand ils partent en mission en hélicoptère. Donc celle-ci elle peut se défaire sous charge ou être prise directement. Et ils s'accrochent en bas de l'hélicoptère sur un espèce de grappin. Ils sont obligés d'être accrochés avec les portes ouvertes de l'hélicoptère, d'avoir au moins une longe. Donc on les a développés. Et sauf que ces longes plaisent aussi à nos coureurs, puisque on a quelques coureurs qui, en passant dans les bureaux, ont zioté ces produits et les utilisent aussi. Et Kevin, tu peux peut-être en parler, pourquoi elle est plus intéressante pour en tant que coureur. Chacun trouve, même sur les longes, hein, l'utilité en fonction de ce qu'il veut faire. C'est vrai qu'il y a des longes comme celle-ci, en 3 points, où on va dire que c'est l'idéal en termes de sécurité, parce qu'on est toujours accroché au bateau. C'est-à-dire que quand on va se larguer d'une ligne de vie, on va d'abord se ramarrer à la ligne de vie suivante. Vous voyez souvent, que ce soit sur un LSNS ou même sur un voilier, souvent les lignes de vie sont discontinues pour pouvoir passer, je sais pas, du pont de travail sur le roof, etc. C'est vrai que nous, on accepte des fois de n'avoir qu'une longe, on va dire, simple, et de devoir se larguer à un moment donné pour pouvoir se raccrocher si on le souhaite. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger. Bon, la raison pour laquelle j'aime bien les largages rapides, alors ici vous voyez, vous me tirez pour larguer même sous charge, c'est que si jamais vous tombez ou quoi que ce soit, vous pouvez vous larguer. Alors que sinon, quand vous êtes pendu, soit suspendu, soit même imaginé dans l'eau, vous ne pouvez pas vous larguer. Donc moi j'aime bien de pouvoir, ou même en multicoque, on avait ces longes là également, si jamais le multicoque se retourne, de ne pas rester bloqué sous le multi. Et c'est vrai que ça c'est une longe, ça fait donc c'est 1 mètre, ça permet aussi, si on est suspendu, d'aller chercher le mousqueton et de le retirer. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi j'aime bien les longes courtes, qui sont rapides, mais encore une fois, la plus grosse sécurité, ça reste quand même longe 3 points. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est la distance très courte, c'est-à-dire que si on se fait prendre par une vague, on ne peut pas tomber loin, alors que les longes très longues, c'est bien qu'on va les bricoler, ou pour des gens qui vont rester très longtemps dans le cockpit, et ils peuvent se déplacer très facilement. Par contre, pour nous, en bateau, comme on va rapidement, par exemple, je parle à l'avant du bateau pour mettre une galette ou quelque chose, il vaut mieux être à marée court pour que si on prend une vague, on ne recule pas trop loin. Donc encore une fois, les outils de sécurité, c'est aussi en fonction de ce qu'on veut faire avec, aussi de son niveau, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on va utiliser le matériel et la confiance qu'on peut avoir aussi en soi en fonction de la manœuvre. Alors, toutes les zippers sont à déclenchement automatique au contact de l'eau. Il y a peut-être 2 petits, comme sur les flashlights en fait, il y a 2 petits contacts métalliques. Et donc quand les 2 contacts touchent l'eau, la balise s'active. Sur les bateaux professionnels, les balises sont stockées dans des coffrets avec un largueur hydrostatique. Donc, quand le bateau coule, il y a, comme sur les gilets gonflables, le système amarre qui marche à la pression. Donc ça ouvre le coffret, ça largue la balise, et la balise est au contact de l'eau, donc les 2 tétons s'activent. Un système qui est disponible pour les plus anciens. Oui, bien sûr. Les radeaux hydrostatiques, bien sûr. Au contact de l'eau, on ne voit pas d'annonce sur la balise, il n'y a pas pour mettre un bout. Alors si, en fait, le cerclage noir qu'on voit sur le haut de la balise, voilà, si vous le soulevez, vous allez voir que dessous il y a une garcette qui est enroulée. Il doit y avoir 3 mètres de garcette qui permet de l'accrocher au bateau ou de l'accrocher au radeau. Voilà. Ça c'est obligatoire sur toutes les zippers. Il y a ce système-là pour avoir plus de portée, parce qu'avec les bagues, tout ça, c'est... il faut qu'elle soit le plus haut possible. Après, sur un radeau, on est limité à la hauteur de l'arceau, hein, donc il faut l'accrocher en haut de l'arceau le plus haut possible. Ouais, moi j'avais fait ça, j'avais mis la balise sur le haut de l'arceau. Ouais, à l'intérieur. Ah non, à l'extérieur. Comment? Oui, oui, oui. Oui, et puis la tente elle-même ne gêne pas du tout le passage des signaux. Il n'y a pas de problème. Quand on est dans un bateau en carbone, là ça marche pas, mais dans un radeau. Il y a un abonnement tous les ans? Non, on achète la balise, on la fait surtout programmer avant de l'acheter, et après ça fonctionne avec les constellations qui sont en place, il n'y a pas d'abonnement. Vaut-il mieux la stocker à l'extérieur, dans le bateau ou dans le sac de survie? Alors, qu'est-ce qui se fait? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Ces balises-là sont vendues avec un petit support qu'on peut accrocher. Alors, il faut toujours que ça soit à portée de main, donc près de la descente, que ça soit vraiment accessible. Après, toi, c'était comme ça, c'était accroché à l'extérieur, t'en avais pas dans le grappague? Non. Donc après, c'est des choix à faire. Ce qu'il faut, c'est pas la mettre trop basse non plus. Si jamais il y a de l'eau à monter ou quoi que ce soit, en l'occurrence, elle était au milieu sur le côté de la porte de la
Et ces balises-là émettent aussi sur une deuxième gamme de fréquences, 121,5 MHz. Et donc c'est une fréquence qui permet aux moyens de secours qui arrivent sur zone de vous retrouver, de faire ce qu'on appelle du homing. Et voilà. Sur le même principe d'envoi d'alerte à terre par les satellites, avec les 406 MHz et puis le homing, on va avoir des petites balises personnelles comme ça, dites PLB. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très compact, qu'on va glisser dans la poche du ciré ou qu'on va accrocher sur le gilet ou qu'on va mettre dans la poche du gilet. Le fonctionnement global est le même. Pour l'activation, il y a un petit clapet, le bouton d'activation est protégé derrière. Il faut bien penser à déployer l'antenne, parce que je vais y arriver sur mon factice. Voilà. Ça c'est indispensable pour que ça fonctionne bien et il faut trouver un moyen pour que l'antenne soit orientée vers le haut. Donc si vous l'accrochez sur la canule de gonflage du gilet, votre gilet il va être presque à l'horizontale quand vous serez dans l'eau et l'antenne sera orientée vers le haut, donc ça fonctionnera très bien. Alors ça fonctionnera très bien, c'est des appareils qui sont moins puissants que les EPIRB, donc le temps d'acquisition, le temps d'envoi de message peut être un petit peu plus long, mais ça reste très très efficace. Et puis surtout, on l'a toujours avec soi, même si on n'a pas eu le temps d'attraper son EPIRB, on pourra activer la PLB. Tu avais ça toi? Pardon? Alors c'est exactement le même mode de fonctionnement que ça. Acquisition de la position par la constellation des satellites GPS et envoi du message par la constellation Cospas-Sarsat. Ça ne peut pas remplacer l'EPIRB? Non, réglementairement, l'EPIRB est obligatoire en catégorie hauturière, au-delà de 60 000 d'un abri. Ça ne rentre pas dans le cadre de la réglementation de la division 240. C'est un complément de sécurité, très efficace. C'est toujours pareil, c'est comme le gilet, etc. C'est que moi j'ai pas mal navigué en équipage, c'est vrai que j'ai toujours le réflexe d'avoir dans mon ciré une balise AIS. Et ce qui était le cas quand j'ai embarqué, j'avais toujours dans ma poche de ciré, j'ai un moyen de positionnement visuel, sonore et une balise AIS. Et dans mon cas, c'est vrai que c'est celle qui a bien fonctionné pour que Jean me retrouve, quoi. Après, encore une fois, c'est vrai que l'idéal, dans l'idéal, mais ça fait, on rajoute, mais dans l'idéal, c'est d'avoir un positionnement, un envoi de signal satellitaire, et ensuite l'AIS. Ça plus ça, parce que l'AIS, quand les secours vont arriver à côté, ça va permettre d'affiner et de retrouver même, on va dire, une tête, une aiguille, quoi. Parfois le bateau peut être entre deux eaux et l'EPIRB est resté à bord. On va positionner le bateau, alors que si vous avez une PLB, vous pouvez dériver flottant ou dans votre radeau. Et là on aura deux positions, donc c'est vraiment pour ça qu'il faut que ce soit à portée de main l'EPIRB, parce que si on ne la prend pas et qu'elle se déclenche automatiquement dans le bateau qui est entre deux eaux ou même coulé, ça va donner la position du bateau et pas forcément celui du radeau. Toujours dans les systèmes personnels, Kevin en a beaucoup parlé, la petite balise AIS. Donc là, on n'est plus sur de la couverture mondiale, puisque là, l'idée c'est de prévenir localement de notre position, de là où on se trouve, là où on est dans notre radeau, là où on est tombé à l'eau. Plus ou moins 5000 de distance. Alors qui va recevoir le message d'alerte? C'est tous les bateaux qui sont équipés d'AIS. Donc les pros qui sont obligés d'en avoir et les plaisanciers, il y en a de plus en plus qui sont équipés. C'est un élément de sécurité qui est vraiment très très efficace. En émetteur. Alors ça c'est l'émetteur. Donc il faut que le bateau ait un récepteur. Et un récepteur, ouais. Voilà. Mais s'il a un émetteur-récepteur, il l'aura aussi, quoi. Voilà. L'appareil AIS, c'est soit vous avez juste un récepteur, vous voyez les autres, vous voyez les balises, soit vous avez un émetteur-récepteur, c'est-à-dire vous montrez où vous êtes et en plus vous voyez les autres. Il y a aussi un GPS dans ces balises-là. Donc, quand on l'active, la balise acquiert sa position et ensuite envoie la position du naufragé vers les bateaux qui sont dans un rayon de plus ou moins 5000 par les fréquences VHF, directement visible soit sur un AIS autonome, soit sur un traceur si l'AIS est renvoyé vers un traceur, ou vers une VHF aussi. Il y a aussi des VHF qui sont récepteurs AIS, et donc on va pouvoir voir la cible du naufragé
sur le récepteur ou sur le traceur, et en plus de voir la cible, on va avoir des indications de distance et de cap à suivre pour rejoindre la position du naufragé, du radeau ou de la personne qui est tombée à l'eau. Donc c'est super efficace quand c'est allumé. Voilà. Et là on est sur 24 heures d'autonomie minimum. Donc le déclenchement là sur celle-ci, il faut l'armer, hop, et ensuite on fait coulisser. Voilà. Alors ce geste que j'ai fait, là je l'ai fait manuellement, on peut très bien la fixer sur le gilet, sur la canule de gonflage, et il y a un petit cordon qui est fourni avec la balise qui va faire le tour de la chambre du gilet. Et quand le gilet va gonfler, ça va tirer sur le cordon, et ça fait coulisser le petit verrou, et la balise se met en route. Voilà. Donc ça c'est un montage, il faut bien s'appliquer quand on la met en place, mais ça permet, même si on est assommé, si on est inconscient quand on tombe dans l'eau, le gilet va se gonfler automatiquement et la balise AIS va se déclencher automatiquement. On déploie l'antenne, Pardon ? On déploie l'antenne, mais il faut quand même appuyer sur le bouton pour le mettre en route. Non, ça se met en route tout seul. Ça se met en route tout seul. À partir du moment où vous enlevez ce clapet-là, il y a un système d'aimant. À partir du moment où ce clapet-là est ôté, la balise s'active tout seul. Navigation côtière, il y a quand même beaucoup de personnes, même si le bateau sur lequel on navigue ne l'a pas, il y a quand même des bateaux autour qui peuvent avoir l'AIS, pêcheurs, bateaux de transport. Voilà. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde dans le milieu professionnel, sauf quelques pêcheurs, bateaux de moins de 12 mètres où c'est pas obligatoire, mais la plupart ont quand même l'AIS. On l'AIS, donc ça fait quand on est en zone côtière, quand ça fait beaucoup de monde à pouvoir recevoir un signal dans une zone de 5 à 10 000. Quoi. Et là, il a son propre numéro MNSI et il n'y a pas de déclaration à faire. Cette balise AIS a une spécificité, c'est la seule qui est comme ça pour l'instant. C'est une balise qui peut fonctionner sur deux systèmes. Donc sur le système AIS dont on vient de parler, mais qui fonctionne aussi, qui va utiliser aussi le système ASN, c'est appel sélectif numérique, que vous trouvez sur vos VHF. Vous avez tous le petit bouton distress, soulevez le petit clapet rouge et vous avez le bouton distress dessous. Cette balise-là, on peut enregistrer un numéro MMSI dans la balise. Donc, on va mettre le numéro MMSI de son propre bateau. Et en plus d'activer une cible AIS sur les récepteurs, cette balise-là va envoyer un message de détresse sur les VHF. Et aussi de voir en étant... Je pense que ce qui est important également, c'est que aujourd'hui, vous pouvez... Alors, bien évidemment, on est souvent un petit peu égoïste, donc on pense à soi, on se dit comment est-ce que moi je vais être sauvé. Mais il faut aussi utiliser des journées comme celle-ci pour se mettre à la place du sauveteur. C'est tout aussi important, si jamais un jour vous voulez être sauvé, c'est que quelqu'un a été formé aussi pour venir vous sauver. Et ça peut être vous. Demain, il y a quand même statistiquement beaucoup plus de chances que vous deviez aller chercher quelqu'un plutôt que quelqu'un vienne vous chercher. Et des journées comme ça, c'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est ce qu'on fait nous aussi en course au large, c'est qu'aujourd'hui d'avoir un radeau monotype pour tous ceux qui sont en course au large, c'est pas seulement pour savoir le matériel que vous allez utiliser, mais c'est pour pouvoir savoir comment aller chercher l'autre, quel matériel il a, comment je vais le détecter. Ben, vous savez, si par exemple sur le radeau, il y a un détecteur radar, et que vous savez que sur ce radeau-là, il y a un détecteur, mais il y a quelque chose qui a un signal radar, ben vous savez que quand vous laissez chercher cette personne-là, vous allez démarrer votre radar. Et que si la balise AIS n'a pas fonctionné, ou s'il ne l'a pas démarré, vous pouvez, en ayant un éco-radar, avoir une chance de plus de retrouver cette personne. Et je pense que des journées comme ça, il ne faut pas seulement le voir comme quel est votre matériel de sécurité, mais comment retrouver quelqu'un qui est dans l'eau. Et ce qu'on va voir... tu parlais avec raison de la balise AIS, ce que vous allez pouvoir voir également, c'est que quand on est sur un catamaran, c'est sur le lagoon sur lequel, ou sur une vedette, comment la balise AIS saute sur un logiciel de navigation. Alors, Verdi. Top. Top. Très bon. Ça a quel goût alors finalement? Un petit goût de pain un peu craquant, farine. Franchement, ça se mange.
conditions réelles. Hein. Et c'est vrai que ça isole bien là, j'ai pas froid. C'est bien là? Ouais, super. Et voilà, on est abandonné à nous-mêmes. Allez, livré. C'est cool. Ah, c'est plutôt cosy. Tu vas plus avoir envie de partir. Un bon bouquin. Encore. Cela dit, il y a quand même un peu un sentiment de sécurité. On a chaud. Si j'arrive à fermer ça complètement. On a vachement chaud. J'ai oublié comment. Tu sais comment ça on fait avec un miroir, il y a une méthode. Tu vois, pour voir le soleil. Elle n'est pas écrite sur le dos du miroir. Bah, tu peux faire un test déjà sur les parois du... Ton miroir, il faut qu'il soit proche de ton œil. Tu vises dans le petit trou. Ah oui, il y a le petit trou. Exact. Et en fait, tu vas aller viser le bateau et lui... Avec ton œil et du coup le miroir va... Alors après, il y a une... Tu regardes le soleil, tu regardes la cible. C'est une luminosité. Capter le soleil par le trou central, diriger les rayons réfléchis vers l'endroit où vous pouvez être repéré. Tu as la notice de mémoire sur le... Capter le soleil par le trou central, c'est-à-dire... Tu le mets comme ça et tu regardes le soleil. Ouais. On va essayer, ça va être marrant. Gitana, tiens. Ça s'appelle Gitana. Ah ouais, non, je voulais voir si on pouvait te couper ça. Cela dit, je prendrais bien un peu d'eau juste pour voir. Ah oui, moi aussi. On va faire... C'est de l'eau ou pas? C'est bon. Voilà, présentation du... Moi je vais essayer. Du récipient. C'est de l'eau. Oh bah tu peux facilement le boire, hein. Oui, ça T'as 13 ml. Ça va. Si, il est marqué 125 ml. Ouais, c'est ça. Ah oui, il est dégueulasse, hein. C'est un goût. Hein. Ah ouais? C'est un goût de plastique. Hein. C'est un goût qui n'est pas de l'eau? Moi je vais pas boire. Emergency drinking water. C'est où que t'as vu qu'il y avait 125 ml? C'est moyen. Ok, C'est moyen. gravé sur le côté. Ouais. Donc ça serait plus. Donc s'il y a des vagues, Tu vas prendre de l'eau là. exactement. Donc tu laisses ouvert côté sous le vent et ça permet aussi, tu vois, Attends. sortir la tête. Ah ouais, quand même. Et il vaut mieux sortir la tête sous le vent. Comme ça tu sors la tête et tu peux aller voir si t'as quelqu'un qui arrive ou tu te repères. Attention, la réserve de flotte. Là donc il y a un truc auquel on n'a pas pensé pour le moment. C'est éteindre le flashlight? Flashlight, ouais. Oui. Au-dessus de toi. Voilà, nickel. Flashlight. Ok. Donc on la rallumera que quand les secours seront sur place, c'est ça? Pourquoi il y a d'ailleurs deux? Il y a l'éclairage. Bonne question. Deux. Ce matin, quand on m'a dit d'éteindre, j'ai éteint les Il y deux. en a peut-être un qui est juste pour le côté automatique, non? L'éclairage intérieur. Fais voir, quelqu'un peut regarder par l'extérieur. Là, il y a quelque chose? Là, ça fonctionne. D'accord. Là, ça Et fonctionne. ça, c'est l'intérieur. Ah, c'est d'accord. Il y a un intérieur-extérieur. Tiens, toi qui... De ton côté, tu en as un peu ou pas? L'idéal c'est d'appuyer. De l'eau? Alors par expérience, Ah l'idéal ouais. c'est de tu te mets ici au milieu et avec les Ah coques. ouais. Ah ouais, parce que là, avec les copes... Parce que sinon... Oui, il y a deux éponges et une écope. Alors, les pilules, quelqu'un veut? Non, ça va. Castimo. Le Le deuxième. manuel. Va pas le faire. Sur un ticket. Hop. Ah oui, pas mal, mais... C'est du standard. Ouais. Sur les stocks. Ça y est, on commence à être... Il faut appuyer là. Non, il faut appuyer, il faut réappuyer. Voilà. La Kevin il dit, oh putain, il fait bien tout seul. Attention, il y a des médicaments dans l'eau. Quel bordel avec... Ah, les médocs dans l'eau, ah, ça y est, ça commence les conneries. Ah non mais c'est vite, quand tu ouvres ça devient vite le boxon. Ouais, j'imagine. Franchement, si tu veux que ce soit à peu près confort, faut le minimum de choses et tu laisses pour pas que ça prenne l'eau. Tout va prendre l'eau. Oui, parce que là Thierry t'es en train de tout sortir. Mais... C'était l'idée de voir ce qu'il y avait dedans quoi. D'accord. Ouais mais il faut essayer de remettre à chaque fois. Exactement. Parce que là Moi j'ai fait la connerie au début, c'est un boxon, après tout prend l'eau. Est-ce que t'as ouvert parce que tu voulais voir ce qu'il y avait dedans? Bah, t'avais besoin de certains J'ai mis trucs. un transpondeur radar, j'ai Ah ouais, c'est ça, tu t'es mis... un transpondeur, la boule. La boule, ouais, tu t'es mis quand même en... Bah, de toute façon, il faut s'occuper. Ouais, faut s'occuper. Ah non, non, mais c'est... Et puis ça permet de te dire, bon, bah, moi je fais quelque chose.
Quelqu'un veut faire? Qui veut faire? Tu vas essayer, Virginie? Donc d'abord il faut que tu filmes bien. Tu fais attention. Donc tu l'armes déjà, faut l'armer. Non, voilà, on règle le truc rouge, baisser vers le bas avec les deux flèches. D'accord. Vas-y, voilà, là elle est armée. Et donc tu coulisses c'est ça. bon, c'est bien. Ouais, je suis sûr ça va péter. Voilà, ça y est. Et là, c'est y aller active. Exactement. C'était comme ça. Et là, on essaye de la coincer quelque La part plus là, haute possible, ou- Ouais, le normalement. mieux c'est d'être le plus haut possible. Alors c'est pas forcément facile à mettre. Il faudrait peut-être avoir un petit anneau presque. Bah là, Tu vois, un truc qui suspend. Ouais. Tu peux la Oui, mais mettre un là, anneau par ici. exemple. Fais voir. là il y a un trou là. Regarde, voilà, parfait. Ah ouais. C'est pas mal. Génial. Pas percer la vache. Ouais. Non, pas percer la vache. Non, toi, il y a un petit, Ouais, une voilà. petite sécu là. Celui-ci il a un double truc. Comme ça, voilà. Tu vois tout. Bon, on va être sauvés, les gars. C'est un filant. Nous allons recevoir un message d'alerte AIS. Voilà. C'est ça. On a le message qui est affiché avec la balise qui est déclenchée ici. C'est la route la plus courte pour y aller. Donc on va faire route sur zone. SMS, ici le black, tu la vois la balise ou pas? Ouais, affirmatif, elle vient de se déclencher là, on fait route sur vous. Allez, je vois. Ouais, on va être sauvés, les gars. Donc il se met un autre vent, tu vois. Comme ça, lui il va nous couper du vent. Et Et de la il va vague. dériver sur nous. Et lui va dériver sur nous. C'est dans ces moments-là, tu vois, les mains, tout, faire hyper gaffe de ne pas se blesser à ce moment-là. Tu as réussi à sauver. On termine avec la... J'ai trouvé le format de la journée extrêmement intéressant parce que la première partie théorique dans la matinée permet de découvrir le matériel et un petit peu les réflexes nécessaires. Je crois que dans une situation d'urgence, il est trop tard pour apprendre quoi que ce soit, ce qui veut dire qu'on doit être préparé, savoir anticiper ce qui peut se passer et puis connaître les procédures, les mouvements, quel est le matériel dont on dispose et comment on va l'utiliser. Et c'est vrai que ça nous a mis, et en tout cas moi, dans un moment de relative confiance pour percuter le radeau de sauvetage, pour se mettre à l'eau et embarquer dessus, puisqu'on savait à quoi s'attendre et ce dont on allait disposer et comment les choses allaient se dérouler. Donc je suis heureux d'avoir fait ça parce que ça m'a fait un grand pas en avant en termes de connaissances, de l'avoir fait personnellement. Et puis j'espère que pour les lecteurs, c'est une façon aussi de pouvoir se projeter et de eux-mêmes s'intéresser le plus dans le détail possible aux éléments très pratiques d'une situation de survie et de devoir quitter son bateau et emporter avec soi les choses essentielles, savoir comment on va communiquer, savoir comment on va se faire repérer et puis comment tout simplement on va survivre, avec quels outils on le fait. Et
il me semble que énormément d'éléments de réussite dans une situation de détresse sont dépendantes de petits détails, de petites choses, qui ne sont pas compliquées, mais qu'il faut avoir pu anticiper, découvrir et donc prendre les bonnes décisions avec des gestes qui ne peuvent pas être automatiques évidemment, mais qui le plus possible ne sont pas une grande première au moment où le bateau coule. La mise en situation, là c'est juste incroyable. J'attendais vraiment, j'appréhendais parce que je pensais le radeau peu confortable en fait. Et j'ai été très surpris parce que je trouve ça, alors on ne peut pas dire que ce soit confortable, ça serait exagéré aussi, mais c'est beaucoup plus confortable que ce à quoi je m'attendais. En particulier, je m'attendais à avoir un sol où c'était assez désagréable, où on sentirait le moindre petit coup. Là, c'est vraiment un sol assez rigide. C'est vraiment bien, on avait un radeau pour 6, on était 5. Bon, c'est serré, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est tout à fait... Enfin, on tient, et on était... Je suis pas un petit gabarit, et j'étais pas le seul non petit gabarit, et c'est tout à fait confortable. Et je trouve que ce genre de situation, c'est incroyable à faire, parce que dans le stress... Enfin, je pense que si on l'a jamais fait, si on n'a jamais appréhendé ce à quoi ressemble un canot de survie, ce qu'il faut faire, pas faire, le faire pour la première fois en situation réelle d'urgence, je pense que c'est une source de suraccident sur la mauvaise manip à faire. Donc c'est vraiment très... Enfin, ouais, super journée. Super journée, et vraiment je recommande de le faire. Je le disais... tout à l'heure à Kevin Escoffier, que je trouve que ça devrait presque être obligatoire quand on est sur la mer et qu'on va un petit peu loin, d'avoir ce genre d'approche, parce que c'est vraiment essentiel. Enfin, je sais que demain, si ça devait m'arriver, j'appréhenderais les choses tout à fait différemment. Déjà, je pense que je n'aurais pas l'appréhension de percuter le radeau, de voir ce qui va se passer, à quoi ça ressemble dedans, comment on monte dedans. Voilà, tout ça, j'aurais peut-être plus cette appréhension, mais je pense que j'aurais suffisamment d'autres stress à avoir par ailleurs. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu de A à Z, c'est-à-dire de A, la fabrication donc du radeau de survie, jusqu'à l'utilisation de ce radeau. Et c'est ce qui nous a permis de bien comprendre ce mode de fonctionnement et de démystifier un peu l'objet et la situation. Et le fait de l'avoir utilisé en mer dans des conditions qui ne sont pas des conditions tout à fait réelles, parce qu'on n'a pas le stress, on n'a pas eu le mauvais temps, parce qu'en général, j'imagine qu'on utilise ça plutôt au mauvais temps. Mais déjà, ça permet d'appréhender vraiment l'objet, la fonction. Et le jour où on en aura besoin, on imagine ça très loin, et même si on peut l'éviter, ça sera très bien. Mais en tout cas, si un jour on en a besoin, eh bien, on aura beaucoup moins d'appréhension, et il y aura des automatismes qui seront déjà là. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de cette journée. Et je pense que ça pourrait faire partie d'une formation ou de quelque chose dans ce style qui peut être intéressante pour tout type de plaisancier. Donc j'ai passé une très bonne journée, très enrichissante, avec vraiment 2 modules que je retiens. La visite de l'usine, la fabrication des radeaux ce matin, et l'aspect découverte aussi des produits que je ne connaissais pas. Et puis évidemment l'embarquement dans les radeaux cet après-midi, qui était une première expérience. Et c'est vraiment ce que j'étais venu rechercher pour moi, et pour vraiment avoir une meilleure appréhension des sorties en mer, que ce soit en solitaire, en régate ou en famille aussi. Voilà, donc très bonne journée pour moi. J'ai découvert pas mal de choses. Déjà voir comment était dérouler le radeau, comment être dedans, voir le matériel de sécurité, les nouvelles technologies dans tout ce qui est balise, dans tout ce qui est au niveau gilet aussi, il y a pas mal quand même d'évolutions. C'est sympa de les manipuler, de les voir comment ça fonctionne, de comprendre leur système. Et puis pour toujours pouvoir progresser, avancer, et de se dire que quand on met les pieds sur le bateau, on y va serein, on sait qu'on a des possibilités d'appeler à l'aide en cas de besoin, et puis d'anticiper surtout. Ça fait réfléchir sur l'anticipation des choses.
toujours intéressant. Ce qui m'a surpris vraiment, c'est la vitesse à laquelle le radeau a pu se gonfler. Je pensais que ça mettait plus de temps que ça. La relative facilité, hein, les pictogrammes sont simples, tac tac, il est accroché, on tire dessus, il se gonfle rapidement. Et puis d'être dedans, se rendre compte de la... Ça faisait vraiment un cocon. Bon, les conditions n'étaient pas des conditions de tempête, mais j'ai trouvé ça assez sécurisant en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus instable, beaucoup plus inconfortable, et en fait pas du tout. Tout de suite je me sentis en sécurité. Puis le jour où, j'espère que non, mais je dois l'utiliser, d'y avoir mis le pied, ce sera toujours un plus. Même d'avoir réfléchi pour les enfants aussi, je trouve que c'est une super idée d'avoir fait des gilets plus simples pour les enfants, parce que de les voir toujours ficelés dans des espèces de mousse inconfortables, pour eux, c'est pas sympa. Donc se dire qu'il y a toujours cette recharge qui se fait, c'est intéressant. Donc on a eu la chance ce matin de découvrir les ateliers, donc comment étaient fabriqués les radeaux, comment ils étaient entretenus, etc. Et ensuite on a pu les mettre en œuvre, donc pas loin de la rade. Hein. On a pu gonfler, donc déclencher un radeau et monter à bord surtout, et se faire récupérer par la SNSM. Donc une superbe journée qui nous a permis de voir concrètement les difficultés et puis les attitudes à adopter en cas de déclenchement d'un radeau. Et la montée est assez épique, hein. Il faut se propulser, dégonfler un petit peu le gilet, puisqu'il a tendance à prendre beaucoup de place, et puis faire une roulade. Oui, c'est assez rigolo. C'était une journée assez extraordinaire. On a eu l'occasion du coup de venir, d'aller justement voir le montage des radeaux de survie. On a vu les différentes étapes et c'était vraiment très, très, très chouette. Et puis de voir toute cette technicité qui était réunie pour arriver à avoir tous ces niveaux de sécurité. Et ouais, c'était... Le moment que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était justement quand on a vu ce montage et quand on a pu monter dedans même ce matin, alors qu'on n'était pas encore sur la mer. Et c'est indispensable de bien cerner les différents matériaux, les différents aspects, tout ce que contient un radeau pour le moment venu, être le plus serein et rassuré sur les différentes étapes qu'il faut suivre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du moment fort, c'est-à-dire quand tu t'es jeté à l'eau? Ouais. Alors, me jeter à l'eau, c'est pas un problème, parce que moi je fais de la plongée, donc j'adore ça. Donc j'avais hâte d'essayer de monter et de voir ce que c'était d'aller sur le radeau. Et donc, bon, ben voilà, c'était chouette de se dire, allez, on y va maintenant, on va voir ce que ça donne. J'avais une petite appréhension en me disant, ça va peut-être être un peu dur de monter dans le radeau, ça va peut-être être un peu compliqué. Puis j'ai même pas eu l'occasion, parce qu'ils étaient déjà à deux, j'ai juste eu le temps de mettre le pied. Et puis ils m'ont hissé. Arrivé, ça s'est passé très vite, en fin de compte, les autres sont arrivés aussi. Et c'était très sécurisant, parce qu'en fin de compte, on pensait qu'avec la toile, on allait sentir peut-être un peu de fraîcheur ou quoi, mais c'est vrai qu'avec la partie matelassée, on n'avait pas froid, on avait tous les éléments. On attendait que tout le monde soit là pour pouvoir couper la corde. Et le fait que Kevin soit là, qu'il ait déjà eu cette expérience, moi j'avais beaucoup lu ce qu'il avait fait, enfin comment ça s'était passé pour lui. Et c'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'en fin de compte, il y a tout qui est prévu, tout est vraiment bien réfléchi. Et que, voilà, en plus de ça, on avait la balise qu'on a lancée après. On a pris le temps de faire les choses avec toute l'équipe. Et oui, c'est très intéressant de faire ça tous ensemble. Alors, je pense qu'il est parmi les meilleurs profs du monde, hein, puisque être au contact d'une personne qui a elle-même suivi ou dû affronter une situation de détresse plus importante que celle que le commun des mortels peut avoir, c'est extrêmement riche d'enseignements,
on voit qu'il était lui-même préparé, hein, il n'est pas uniquement préparé à la navigation, mais préparé à ces situations-là, et qu'il y a, malgré cette préparation, encore une marge de progression, mais c'est cette préparation qui lui permet d'effectuer les bons gestes dans le bon ordre et de limiter les erreurs et surtout d'éviter le suraccident. Je pense que c'est un très bon prof parce qu'à la fois il se prend pas trop au sérieux et à la fois il est hyper rigoureux. Il nous a montré qu'à un moment on a fermé donc le tout, on a fermé les zips et puis ensuite il nous a expliqué qu'on pouvait ouvrir d'un côté ou de l'autre, mais en fonction du sens des vagues, il fallait surtout pas ouvrir de ce côté-là. Ça permettait aussi de jeter un coup d'œil. Non, il est hyper pédagogue, hyper posé. On sent que voilà, c'est un peu la force tranquille, quoi. Ah bah j'ai trouvé le personnage, enfin je connaissais un petit peu à travers les médias, etc. Donc c'est quelqu'un que j'appréciais déjà beaucoup, mais que humainement je trouve que c'est quelqu'un qui est très voilà, qui est très proche, très intéressant. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est que c'est aussi un ingénieur, donc il a ce côté technique et à la fois il a été jusqu'au bout de sa passion et il arrivait à associer les deux. Donc il a la tête et le mental et il a aussi voilà, la passion. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un grand bonhomme. Voilà. Alors oui, le retour d'expérience de Kevin était très intéressant, et notamment ce qui était très intéressant, c'était de voir la collaboration qu'il y a pu y avoir entre Plastimo et Kevin ou d'autres, il y en a eu d'autres également, mais cette collaboration entre les fabricants et les professionnels de la mer, et on se rend compte que des petits détails changent énormément de choses, notamment sur les gilets, sur les prises de harnais ou la tétière du gilet. Enfin, il y a tout un tas de détails comme ça qui font que, en tant qu'utilisateur grand public, on ne voit pas ce genre de détails. Mais quand on nous explique la démarche de cette recherche-développement, eh bien c'est très, très intéressant. Je trouve que c'est quelqu'un de très accessible. C'était sympa de la voir, il est assez simple dans la discussion et son avis est assez pertinent. Il a vécu ce qu'il a vécu et je pense que ça fait avancer tout le monde. Des expériences un peu difficiles des uns peuvent faire avancer tout le monde et ça c'est sympa. Et il est très ouvert là-dessus et il parlait facilement, c'est sympa. Bah écoute, une journée intéressante, une journée où je suis très content de pouvoir partager des événements, parce qu'il ne faut pas rêver, je suis aussi là parce que, bien qu'étant coureur au large, il y a également un événement dernièrement, c'est le Vendée Globe 2020, qui a fait qu'on peut me considérer comme expert, je ne sais pas si c'est le cas, et puis de partager ça aussi à Lorient avec une marque, avec Plastimo, qui fournit beaucoup des coureurs au large, qui nous accompagnent. Et voilà, ça me fait très plaisir de partager avec ce partenaire Plastimo, de rencontrer aussi des gens qui sont passionnés par la voile, par la mer. Ces gens qui font la démarche de venir à ce type de journée, ce sont des gens passionnés, et entre passionnés de la voile, voilà, on passe toujours une bonne journée. Et puis enfin, c'est aussi une journée importante, c'est une journée de formation. Mais il y a aussi quand même des gens qui vont repartir en ayant appris des choses sur la sécurité, et ça c'est toujours intéressant. Oui, bah, je suis quelqu'un qui est assez passionné par la technique, c'est-à-dire que je suis un utilisateur, on va dire intensif de par mon métier, mais j'ai aussi, comme dans la conception de bateaux, etc., j'aime bien, quand on parle de conception, quand on parle de développement, j'aime bien à partir d'une expérience, d'un retour d'expérience, développer les choses et on va dire donner un peu d'input si c'est possible pour pouvoir améliorer les choses. Et donc c'est toujours intéressant, voilà, d'échanger avec Plastimo. Ils nous fournissent un matériel, de pouvoir revenir vers eux pour que ce qu'on va utiliser dans le futur soit encore un petit peu mieux que ce qu'on faisait avant. Et comme dernièrement j'ai eu l'occasion d'essayer un radeau, c'était l'occasion aussi de leur faire les petits retours que j'avais pu avoir sur le matériel utilisé.
Encore une fois, ça reste des outils de sécurité où on espère toujours ne jamais avoir besoin de s'en servir. Par contre, le jour où on a besoin de s'en servir, il faut que ça fonctionne bien et qu'on sache s'en servir. C'est-à-dire il faut que le matériel soit bon, mais il faut aussi que les utilisateurs connaissent ce matériel pour éviter le suraccident ou éviter que quelque chose se passe mal quand on a besoin de s'en servir. Donc voilà, c'est très bien de le faire de temps en temps. En tant que coureur au large, on a des stages de sécurité à faire assez régulièrement. Et une journée comme ça, voilà, c'est un peu comme un stage de sécurité, mais en échangeant avec des gens qui ont moins l'habitude que nous de côtoyer ce matériel-là. Ce qu'on veut faire avec ces masterclass, c'est aussi montrer l'envers du décor à nos lecteurs. Ce qui est assez passionnant là, c'est qu'il y a une visite d'usine. Et je pense que les participants n'imaginent pas forcément ce qu'il y a derrière un produit tel qu'un radeau Plastimo ou un gilet de sauvetage. J'entends par là la recherche et le développement et la somme de compétences qui amène à un produit que parfois ils enfilent sans même forcément réfléchir à leur conception. Donc là, je crois qu'ils ont été heureusement surpris et qu'ils ont appris beaucoup de choses. Il y a la présence de Kevin Escoffier et alors là, et je suis aussi ravi de ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'au-delà du coureur au large, des exploits qu'ils font en naviguant sur des bateaux ultra performants et de son expérience malheureuse lors du Vendée Globe, que derrière, ce sont des grands techniciens, des ingénieurs qui réfléchissent beaucoup, qui anticipent beaucoup. Et il a bien montré lors de cette journée que s'il avait lui-même pas été un peu préparé à la sécurité, sans doute que sa mésaventure ne se serait pas déroulée comme ça. Puis c'était aussi vraiment chouette de la part de Plastimo parce que la manière dont montrer la manière dont sont fabriqués les radeaux, montrer la manière dont sont faits les gilets, montrer la manière dont ils travaillent sur l'évolution des produits en fonction de l'évolution de la manière dont on navigue les plaisanciers. C'est vraiment, on est dans du concret et on était vraiment dans du concret et on a mis de la pratique en plus dans l'après-midi, donc c'était vraiment une très bonne journée. On a vu en plus, cerise sur le gâteau, effectivement, Kevin Escoffier qui était notre professeur. Et ça, c'était vraiment super parce que la sécurité, on se dit bon, c'est bon, les accidents en mer, ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive même aux meilleurs. Et on a quelqu'un qui est d'abord humainement extrêmement accessible, extrêmement simple et qui fait part de son expérience. Et en plus, quelqu'un qui veut faire évoluer le système, on va dire, avec ses idées, avec ce qu'il a vécu, avec ses partages. Et c'était vraiment une très belle journée, très intéressante à plus d'un titre. Je pense qu'on a atteint un des objectifs que nous nous fixions, qui était de faire de la pédagogie, bien sûr, sur la sécurité, de présenter des produits d'une façon dédramatisée et plutôt, on va dire, plutôt la sécurité préventive. Et ça, je crois que ça s'est plutôt bien passé, ils ont bien compris ça, parce que c'est vrai que si on réfléchit, la sécurité, en fait, c'est ce qui fait qu'on navigue serein. C'est-à-dire que si on est préparé, et je crois que ça, ils l'ont bien compris, si on est bien préparé, si on a compris le matériel dont on dispose, si on sait quoi faire, si on a les bons réflexes, eh bien, on va profiter beaucoup plus de la navigation, qu'on soit père de famille en croisière, qu'on soit pêcheur avec une bande de potes, qu'on soit aussi compétiteur comme Kevin, qui lui va être vraiment axé sur la performance, etc. Pour être performant, il faut qu'il soit l'esprit serein, il est concentré sur sa nave, etc. Donc il doit être l'esprit serein en se disant, quoi qu'il arrive, je suis préparé, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai l'impression que ce soir, en tous les cas, les plaisanciers qu'on a accompagnés aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, faut le dire quand même, avec beaucoup de plaisir, je pense qu'ils ont réalisé ça, ils ont acquis ça, cette connaissance des produits. Ah ouais, Kevin, c'est un plaisir de l'avoir en tant que personne, et puis évidemment son expérience de coureur haut niveau et puis l'expérience qu'il a eue aussi sur son dernier Vendée Globe est plus que fédérateur. On ne peut pas espérer meilleur ambassadeur pour expliquer l'importance de la sécurité à bord, même si encore une fois, c'est pas ce qu'on s'attend le plus sur un bateau, mais il faut le prévoir, l'anticiper. Et comme ça, le jour où on est face à ce genre de situation, on est préparé, et au mieux en tout cas. Et donc oui, Kevin, juste un plaisir de l'avoir avec nous, et il fait presque partie de la famille d'ailleurs.
C'est un sportif aguerri, mais c'est aussi un grand expert de la sécurité. Et du coup, tout ce qu'il a pu transmettre à l'ensemble des élèves, bah, c'est forcément très pertinent, c'est forcément très pratique aussi. Ça vient de son expérience, et ça a beaucoup de valeur, quoi.